Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de l'actualité sportive, série Smart, PO Deschênes, toujours vos animateurs. Cette semaine, on va surtout parler de NFL, la saison qui achève de plus en plus. Il va rester une semaine d'activité après celle-ci. Également, au niveau du hockey, on a des sujets que ce soit LNH, que ce soit Olympique, que ce soit Mondial Junior. Également, on va faire un petit tour du côté de la NBA. Donc, on va commencer côté NFL avec les matchs de la semaine 17. Je rappelle comment la saison a vraiment passé vite, en tout cas. Moi, je trouve vraiment. Ça a commencé avec les 3 matchs du 25 décembre, donc le jour de Noël. On a eu un Cowboys Commanders. Pas sûr que grand monde. Ben, tu sais, sincèrement, voir le line-up de matchs qu'il y avait à Noël, j'espère que la plupart des gens ont passé du temps en famille et pas regardé ces matchs-là, actually. Il y en a un qui peut être important, puis avoir le résultat, ben, en tout cas, ça l'a cédé un fait. Tout d'abord, les Cowboys qui vont emporter 30-23 contre les Commanders. On rappelle les Commanders sans Jaden Daniels, qui est out pour le reste de la saison. Commanders, on va essayer d'oublier cette année-là. De toute façon, les Cowboys sont out aussi. Sinon, écoutez, ça, c'est très bizarre. On se rappelle l'année dernière, eux qui avaient fini premier dans l'américaine, les Chiefs, et eux qui avaient fini ont raté les séries. Et ceux qui ont fini premier dans la nationale l'année passée, c'était les Lions. Et bien, eux aussi, ils sont éliminés des séries, ne participeront pas. Défaite de 23-10 face à 9 et les Vikings du Minnesota. Donc, aussi, les Vikings avaient été une grosse équipe l'année dernière avec une grosse fiche. Puis là, ces deux équipes-là ont fini avec 8-8, donc très décevant pour plusieurs équipes cette année. Donc, c'est peut-être un changement pour la NFL pour les prochaines années, ou peut-être c'est juste une année étrange. Donc, vraiment, les Lions qui finissent 8-8, c'est très décevant. Là. Toi, t'es pas nécessairement un fan des Lions, mais j'ai vu certains fans des Lions qui veulent la tête à Dan Campbell. Moi, je pense que c'est vraiment pas là qu'il faut aller. Là. Je vais pas dire que ce coach-là mérite d'être envoyé, sincèrement, à voir comment, au niveau que mené les Lions dans les dernières années. Moi, je pense que c'est surtout la perte de tous les coordonnateurs à l'attaque. Là. C'est ça qui a été rough pendant la saison morte pour Détroit, plus la tonne de blessures qu'ils ont dû subir. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a causé l'élimination des Lions cette année. Sinon, un match qui aurait été intéressant sans les joueurs blessés en question, c'est Broncos-Chiefs. Les Chiefs qui sont quand même relativement bien battus pour une équipe sans Patrick Mahomes et sans leur deuxième carrière. Donc, ils jouent avec leur troisième carrière. Mais ils ont quand même perdu face à Denver 20-13. Moi, sincèrement, je sais que je dis ça à chaque semaine, puis que c'est peut-être que j'aime pas les Broncos, c'est peut-être ça, là. Mais c'est une game qui s'est jouée serrée contre les Chiefs avec leur troisième carrière, là. Ouais, non, je suis pas vendu pour les Broncos non plus. Ils sont 13-3, ils pourraient finir premier de la NFL, puis genre, je suis pas confiant qu'ils aillent au Super Bowl. Là. C'est pas une équipe qui me vend du rêve. Là. Moi, je pense qu'ils sont sur la fraud alert, comme quelques équipes, mais au moins, ils ont remporté le match. Sinon, samedi, on avait Chargers-Texans, les Texans qui pouvaient confirmer leur place en série, et c'est ce qu'ils ont fait. Victoire de 20-16 contre Los Angeles. Donc, les Texans qui sont sur 8-9 victoires consécutives, en tout cas, sont... Ça va super bien pour eux, pour les Une Texans. méchante pensée. Actually, eux, ils vont vraiment être à faire attention pendant les séries, en tout cas, beaucoup plus que l'an passé. 8 victoires de suite. Non, c'est pour eux, ils sont vraiment impressionnants, les Texans. Puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont perdu CJ Stroud pour quelques matchs, mais leur deuxième carrière, Mills, actually, était très solide aussi. Donc, Puis, victoire contre les Chargers. Plus, dans leurs 8 victoires, il y a les Jaguars, il y a les Bills, il y a les Colts qui étaient bons à ce moment-là. Les Chiefs, c'est quand même une bonne équipe. Oui, ils n'ont pas la meilleure fiche. Les Chargers, donc ils ont vraiment gagné contre des bonnes équipes. Là. C'est pas 8 victoires contre les Jets, les Saints, puis des équipes comme ça. Là. Effectivement. Sinon, l'autre match qu'il y avait samedi, les Packers pouvaient espérer rester dans la course pour être les premiers de leur division dans la nationale face aux Bears de Chicago. Toutefois, les Packers devaient faire sans les services de Jordan Love, leur carrière partant qui était blessé. Puis ils l'ont perdu 41-24 contre les Ravens. Qu'on rappelle que Baltimore, eux, devaient faire sans Lamar Jackson, qui ne jouait pas non plus. Toutefois, ça a très bien été, surtout pour Derrick Henry et son match de 4 touchés, si je me souviens bien. Un match très solide. Pour ceux qui étaient en finale de Fantasy ou en tout cas en playoff, si vous l'aviez, c'était très solide. Ça l'a très aidé. Il a fait 216 verges, 4 touchés. Vraiment le. Puis en plus, c'est ça que plusieurs fans des Ravens arrêtaient pas de dire pourquoi vous ne jouez pas plus souvent Derrick Henry. On le sait qu'il est bon, c'est Derrick Henry. Puis justement, la semaine dernière, s'il l'aurait plus fait jouer, il aurait probablement gagné leur match la semaine dernière aussi. Là. Donc, les Ravens qui, eux, avaient besoin de gagner ce match-là pour rester en vie, pour essayer d'aller chercher une des dernières places pour les séries disponibles dans l'américaine. Sinon, pour ce qui est des matchs dimanche, les Panthers qui pouvaient peut-être solidifier leur place en série. Toutefois, c'était contre les Seahawks et les Seahawks qui l'ont emporté facilement 27-10. Donc, les Seahawks qui vont prendre une bonne option sur le premier rang dans la nationale.
c'est sûr qu'ils sont encore. Ils se battent contre une équipe de leur propre division, les 49ers, qui sont très solides. On va revenir à leur match plus tard. Sinon, Bengals, Cardinals, victoire facile des Bengals 37-14. Moi, j'ai hâte que la saison finisse pour les Cardinals. Les Cards, là, à chaque semaine, c'est de plus en plus décevant. Hein? J'ai vraiment hâte que la saison finisse. J'ai vraiment hâte. Sinon, les Steelers, qui, eux, pouvaient confirmer leur place en série avec une victoire contre les Browns de Cleveland. Donc, on ne sait pas une grosse équipe. Ils ont perdu. Je ne sais pas comment c'est possible. Aaron Rodgers a réussi à faire 6 points. Je sais pas comment c'est possible, là, mais en tout cas, les Browns qui vont aucune chance d'avoir un meilleur choix au repêchage. Puis le truc qui est très intéressant, on va en parler de la semaine 18, c'est que là, les Steelers n'ont pas confirmé leur place en série, puis ils se battent directement contre les Ravens. Puis le match la semaine prochaine est contre les Ravens, donc... Ouais. On va revenir un peu tantôt, mais ça va être un match ultra important. Vraiment. Jaguars Colts, victoire de Jacksonville, 23-17, quand même un match relativement serré. Pour vrai, même à 44 ans, c'est difficile de mettre la faute des défaites des Colts sur Philip Rivers. Sincèrement, il joue hyper bien. Puis, sincèrement, je pense que c'est vraiment le jeu défensif des Colts. Ça s'est vu notamment lors du match contre les 49ers qui l'ont laissé tomber. Les victoires des Jaguars, on a gagné ce match-là. Les Colts passent de 7-1 à 8-8. Oui. Puis, ils risquent probablement, je m'attends pas à ce qu'ils gagnent leur match de la semaine prochaine, peu importe c'est contre. Donc, ils pourraient finir 8-9. C'est rough, mais donc les Jaguars, eux, qui peuvent toujours finir premier de l'américaine, ça va être rough, mais il va falloir espérer que les Patriots perdent la semaine prochaine. Sinon, pour ce qui est des Buccaneers, on le sait, ils se battent avec les Panthers dans la pire division de la Ligue, littéralement. Ouais, c'est la NFC Sud. Eh bien, ils ont perdu contre les Dolphins de Miami, 20-17. Donc, les Buccaneers qui sont 7-9, comme les Dolphins d'ailleurs. Sincèrement, cette division-là est juste pathétique. C'est tout ce que j'ai à dire. Et en plus, une des Panthers et les Bucks vont avoir l'avantage au premier tour, va être à domicile. Ouais, parce qu'ils vont être premiers de leur division. Non, pour eux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les Patriots et Drake May se sont donnés à cœur joie contre les Jets de New York. Ils ont détruit. 42-10. Drake May qui a eu un gros match, mais en même temps, moi, c'est ça le problème. C'est pour ça que les Patriots, il n'y a pas tant de gens qui les trossent parce qu'ils ont beaucoup gagné contre des équipes faibles cette année. Ils ont juste joué. Mais en même temps, l'argument, c'est tu t'attendais à quoi? Qu'ils perdent ces matchs-là? Fait que, c'est comme... Il peut juste gagner les matchs contre qui ils jouent, là, ils peuvent pas... Ouais. Fait que en même temps, c'est dur d'en vouloir aux Patriots. J'avais vu une statistique, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais c'est que le pourcentage de victoire de leurs adversaires depuis le début de l'année, c'est genre le plus bas des genre 10 dernières années. Ouais. Est-ce que il me semble que j'avais vu qu'ils avaient autant de victoires contre des équipes au-dessus de 500 que les Giants de New York. Ouais, c'est ça. C'est pour dire. Les Giants sont 3-13. Donc, c'est assez rough là-dessus. Les Saints qui ont enchaîné encore une victoire de suite, 34-26 contre les Titans. Bon, en tout cas, ça c'était le match pas très intéressant. Puis justement, après, il y avait le match le moins intéressant, Raiders-Giants, le Tank Ball. Oui. Victoire facile de New York, 34-10. En plus, ça aurait de l'air que Geno Smith serait blessé. Donc, j'ai jamais vu une équipe autant faire par exprès de tank que les Raiders. Déjà que Geno Smith, c'est pas je pense c'est pas Max Crosby, leur joueur en défense, qui aussi il finit pas la saison. Non, ils vont all-in pour le sincèrement, c'est quand même crazy du côté des Raiders. Sinon, Eagles-Bills, victoire des Eagles 13-12. Pas un gros match hyper offensif. Les Bills, beaucoup de gens sont tombés sur Josh Allen pour le jeu, pour la fin du match. En gros, notamment qu'il aurait raté sa passe pour la conversion de 2 points. Surtout que son receveur était pas mal libéré, qu'il aurait pu faire le toucher pour gagner le match. Puis il a carrément raté sa passe. Puis moi, je me suis dit, tu sais, au pire, tu fais juste un botté, tu vas en prolongation. Les Eagles, ils ont juste fait 13 points. Les Eagles, leur attaque est bof-bof. Moi, je pense que tu aurais pu risquer d'aller en prolongation. Surtout qu'ils n'avaient pas fait de points depuis très longtemps. Surtout que tu es dans une optique que tu peux encore gagner ta division. Mais à cause de cette défaite-là, les Bills qui sont maintenant 11-5 et qui ne peuvent plus remporter leur division, maintenant qui est officiellement remportée par les Patriots. Sinon, pour ce qui est du match du dimanche soir, on a eu un énorme festival offensif. C'était vraiment un bon match. Hein. Victoire de 42-38 des 49ers San Francisco contre les Bears de Chicago. Donc, on sait les deux équipes qui sont officialisées de participer aux séries. Les Bears, oui, c'est une défaite qui peut faire mal techniquement. Ils sont quand même sur une bonne lancée. Toutefois, avec la défaite des Packers, ça a assuré qu'ils finissent premiers de leur division aussi. Puis les 49ers qui sont toujours dans le coup pour finir premier. Une grosse performance de Brock Purdy. Encore 5 touchés, 3 par la passe, 2 par la course, 303 verges. Donc vraiment, là, Brock Purdy il est prêt pour les séries s'ils sont en santé. Parce qu'on le sait, une bonne partie de la saison, il manquait plusieurs morceaux.
San Francisco pourrait être une équipe à surveiller, là, pour vrai. Là. Absolument. Puis là, s'ils se rendent au Super Bowl, les Chiefs seront pas là de l'autre bord. Donc, ça, c'est vrai. les 49ers, c'est actually une équipe que. Probablement, c'est elle que j'aurais peut-être le plus confiance présentement dans toute la NFL. En plus de ça, ils ont 6 victoires de suite. Donc, vraiment, ils vont très très bien présentement. Et ils sont partis pour les séries. Puis s'il y a d'autres équipes qui ont plus de difficultés, un peu les Rams, ça fait quelques matchs qu'ils perdent. Les 49ers, ça pourrait être une équipe que plusieurs personnes prennent pour se rendre loin. Là. Ouais. Puis justement, les Rams, ils jouaient ce soir, lundi. C'est sûr qu'au moment qu'on enregistre, si on est le mardi à 1h du matin. Mais les Rams, eux, qui jouaient lundi soir contre les Falcons et qui ont perdu 27-24. Donc, les Rams, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on disait « Ah, là, ça va être le gros match pour la première place potentiellement dans la nationale contre Seattle. » Puis là, ils se ramassent, ils vont être wildcard. Donc... Puis ils sont 3e, sont derrière les 49ers aussi. Ouais. Puis les Falcons, si c'était pas des prix d'égalité, ils pourraient se battre parce qu'ils ont la même fiche que les Bucks. 7-9. Donc, c'est pour vous dire comment cette saison-là est vraiment étrange. Il y a des équipes qu'on disait Contenders, MVP, Baker Mayfield, ont la même fiche que les Falcons que depuis le match 3, genre on le sait qu'ils ne feront pas les séries. Là. C'est vraiment une saison étrange. Puis tantôt, on n'a pas parlé, mais les Saints, qu'on sait depuis match 1 qu'ils ne feront pas les séries, ont la même fiche que les Chiefs. 6-10. Genre, c'est juste pour vous dire comment cette saison-là, c'est du gros n'importe quoi depuis le début. Puis encore là, les Rams, moi c'était une équipe, j'étais sûr qu'elle allait regagner son match, c'était bien les Rams, mais ils ont perdu 27-4. Comme les Steelers tantôt, on était sûr qu'elle allait gagner leur match contre les Browns, ils l'ont perdu. Donc pour vrai, il n'y a rien à comprendre. Là. Genre, tu commences la saison Colts 7-1, ils vont finir probablement même pas avec 9 victoires. Un moment donné, on se disait, s'ils gagnent leurs 2 matchs, c'est des matchs quand même possibles, ils peuvent aller en bail 9-1. Ils ont même pas encore 9 victoires, puis là, ils sont 8-8. Là. C'est comme... Cette saison-là est crazy. Là. Dans la NFL. Donc, pour l'instant, pour les places en série, en gros, il y en a 2 qui restent à confirmer. Une place dans l'américaine, une place dans la nationale. On va passer au match de la semaine 18, la dernière semaine d'activité. Ça va commencer samedi, le 3 janvier, avec déjà un match ultra important à 4h30, à 16h30. C'est Buccaneers-Panthers. Donc, dans la NFC Sud, la dernière place en série. Même ceux-là qui vont finir premier de la division, qui vont avoir un match à domicile. Donc, dans tous les cas, l'équipe qui va faire les séries va être en tout cas, si c'est les 2 équipes vont finir à 8-9, puis ça se pourrait que les Bucks fassent les séries en dessous de 500. C'est comme, en tout cas, c'est no comments, mais ça va jouer là. Puis sinon, on a Seahawks 49ers, gros match important pour le top dans la nationale. Les Seahawks sont 13-3, les 49ers qui sont 12-4. Donc, non, pour eux, c'est un match qui est ultra important dans les 2 cas. On a des gros matchs importants. Mais en même temps, si San Francisco reste 2e, puis qui ont pas le bail, l'équipe qui affronte, c'est le match juste avant, c'est Bucks ou Panthers. Ouais, ça va. C'est pas non plus un gros match non plus. Là. Non, ça va. Il devrait quand même se rendre loin au pire. Pour ce qui est de dimanche, ça va commencer Saints-Falcons. Bon, pas un gros match. On va voir c'est qui est capable de sauver le mieux sa saison. Les Saints qui sont sur une très bonne remontée. Après, on va avoir Browns-Bengals. Le match des équipes oranges. C'est tout ce que je veux dire. Ouais. Texans-Colts. Texans, bonne chance d'aller chercher une 12e victoire. Les Colts, on le sait, ça va être rough en tant que tel. Jaguars-Titans. Les Jaguars, s'ils veulent rester dans la course pour essayer d'aller chercher le premier rang dans l'américaine, ça se pourrait. Toutefois, tu sais, t'es déjà assuré. Par contre, ils n'ont pas clinch leur division parce que les Texans sont dans la même division que les Texans. Donc, toi, par exemple, t'es GM des Jaguars. Est-ce que tu fais reposer tes starters ou non? Je sais pas, pour vrai, ça peut vraiment se demander. Ça dépend aussi des bris d'égalité avec les Broncos puis les Pats, parce qu'ils pourraient les passer. Ils ont une seule victoire de plus. Donc là, est-ce que tu veux absolument essayer de finir premier? Parce que sinon, t'affrontes soit les LA ou Buffalo. C'est pas un match facile en première ronde. Donc peut-être que tu veux aller all-in, mais en même temps, comme tu l'as dit, si tu te blesses juste avant les séries, ça peut être dramatique. Là. Toutefois, si je me souviens bien, dans les dernières semaines, les matchs des Jaguars étaient capables, comme, tu sais, ils jouaient quand même très bien dans les 3 quarts, puis ils étaient toujours capables de faire reposer Trevor Lawrence dans le 4e, si je me trompe pas. Donc, contre les Titans, ce serait très possible de le faire reposer, peut-être, au moins, je sais pas, moi, même le 3e quart, si, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va très bien. Sinon, Packers-Vikings, en tout cas, un affrontement entre divisions. Les Packers sont déjà assurés de faire les séries, les Vikings sont out. Cowboys-Giants, pas grand-chose à dire non plus là-dessus. Les Giants vont essayer de tank, ils ont peu de choke, par contre, avec leur victoire contre les Raiders. Sinon, plus tard dans la journée, il va y avoir Bills-Jets. Là, les Bills,
En tout cas, ils devraient gagner, même s'ils risquent de faire reposer certains joueurs. Je Mais pense pas qu'ils ont... c'est quand même un match important parce que LA, Houston et Buffalo sont 11-5. Puis l'équipe qui finit première de ces trois-là affronte soit les Steelers ou les Ravens. Puis selon moi, c'est une équipe plus simple à prendre que genre par exemple les Pats que les Buffalo affrontent en ce moment. Là. Sinon, on a Bears-Lions. Donc, les Bears déjà assurés, les Lions déjà éliminés. On a Broncos-Chargers. Ça peut être un match très intéressant. En tout cas, c'est juste ce que j'ai à dire en espérant que ça soit intéressant parce que les Broncos, c'est pas nécessairement l'équipe qui rentre Ça les pourrait être matchs. un match, si les Broncos gagnent, qui pourrait nous donner plus confiance en eux, parce qu'on sait les Chargers, c'est quand même une bonne équipe depuis le début de l'année. Là. Effectivement. Sinon, Cardinals-Rams. Les Rams, c'est la. En tout cas, au moins, s'ils veulent gagner le dernier match avant la saison, c'est comme l'opportunité. Là. Tant que fan des Cards, c'est une équipe très prenable. Oui. C'est-à-dire Chiefs-Raiders, il y a une équipe, un match sans aucun. Les Sans Raiders vont aucun... amener des joueurs qui n'ont jamais joué au football de leur vie. Le seul truc qui pourrait être à surveiller, c'est que c'est peut-être potentiellement le dernier match en carrière de Travis Kelce. C'est peut-être ça. Peut-être. C'est peut-être le seul truc qui sera à surveiller pour ce match-là. Sinon, Patriots-Dolphins. Ça se pourrait que les Patriots fassent reposer leurs joueurs, mais en même temps, avec l'américaine En tout cas, tout dépendant du match, comment ça va aller. Eagles-Commanders, les Eagles, j'espère qu'ils vont gagner ce match-là. Normalement, ils gagnent. Sinon, dimanche soir à 20h20, on va avoir le gros match, la dernière place en série dans l'américaine entre les Steelers et les Ravens. Donc, ça va se jouer là. Est-ce que les Steelers vont finir au-dessus de 500 et rater les playoffs pareil? Ça se pourrait. Finir à 9-8. C'est très bien, c'est toujours leur petite fiche. Mais les Ravens, est-ce qu'on pourrait vivre dans une situation cette année où les Chiefs, les Lions, les Ravens ratent les séries, les trois? Ce serait quand même assez impressionnant. Mais en tout cas, tout Puis ça pour se honnêtement, sortir. les Ravens, s'ils rentrent en série, puis Lamar est en santé avec un Derrick Henry, honnêtement, Ouais. ça pourrait être une équipe qui a pas une bonne fiche, qui pourrait surprendre. Donc ça serait à regarder, parce que moi, si les Steelers y rentrent, pour moi, ils se font Ouais, éclater au premier tour contre n'importe qui joue. Là. effectivement. Donc, ça va être à surveiller. Donc, sinon, pour les équipes qui sont déjà en série, on a déjà parlé, ça va être à surveiller. Aucune association qui est encore décidée au niveau du classement. Mais sinon, c'est pas mal tout du côté de la NFL, donc des gros matchs qui s'en viennent cette semaine. Sinon, du côté du hockey, on a l'espoir des Canadiens de Montréal, Bryce Pickford, qui joue avec les Tigers de Medicine Hat, l'ancienne équipe junior de Gavin McKenna, pour ceux qui se demandent, qui a signé son contrat d'entrée de 3 ans avec les Canadiens de Montréal. On sait que c'est un des meneurs dans la Ligue de l'Ouest pour... c'est pour les buts ou pour les points? Ben, il est vraiment dans les meilleurs pointeurs de la ligue, surtout dans les buts aussi. Il est très très bon, mais c'est un défenseur, c'est ça qui est incroyable. Ok. Vraiment, il a une performance de fou. Je m'attendais pas à ça. Il avait été repêché, si je me trompe pas, c'était genre 3 ou 4e ronde. C'était rien de fou, là. C'était un bon prospect, mais sans plus. Mais il domine tellement que peut-être qu'il va venir jouer des matchs en fin de saison. Peut-être qu'il va rejoindre le Rocket en fin d'année. Mais pour vrai, il m'impressionne vraiment beaucoup. Il joue vraiment très très bien. Donc, il a eu son contrat avec les Canadiens. Sinon, une autre grosse signature, c'est mon GOAT suisse, Coyotes Legend, J.J. Moser, qui a signé un Ouais. contrat de 8 ans, 6,75 millions par an avec le Lightning de Tampa Bay. C'est un Donc, un gros contrat contrat, là. long terme. Pour elle, je sais que peut-être je lance en trop, je sais pas, c'est mon GOAT. Mais J.J. Moser, pour elle, je vois beaucoup de gens sur. C'est déjà sur Twitter, ça vaut ce que ça vaut, mais je vois quand même beaucoup de gens qui en sentent son jeu défensif. Oui, vraiment. Donc, il joue première paire ou c'est maximum deuxième paire avec Tampa Bay. Donc, c'est actuellement un très bon défenseur défensif. Donc, je pense que c'est vraiment Ben, une bonne signature. honnêtement, depuis la blessure de Edman, il y a beaucoup de blessés à Tampa Bay en défense. Lui puis Darren Radish jouent vraiment très très bien ensemble. Puis pour vrai, si les deux étaient pas là, avec toutes les blessures de Tampa Bay, ça irait vraiment mal en défense. Puis pour vrai, je trouve que c'est mérité. Puis avec tous les contrats qu'on voit que tous les joueurs se font signer, je trouve que 6,75. Puis en plus, il est pas tant vieux, donc c'est pas comme si ça l'amenait à 40 ans. Je pense que c'est un bon contrat. Là. Les jeunes étaient repêchés la même année que Mali Beniers, Mason McTavish, Ouais, c'est ça. Luke Hughes. C'est en 2021. Là, Ouais. ça fait vraiment pas longtemps Dylan Gunter. Sinon, on a un premier but pour un joueur des Sharks, c'est Igor Chernyshov. Ouais. C'est bien prononcé son nom de famille. Oui, exactement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas. T'as-tu vu si c'était un beau but ou. C'était un but correct sans plus, mais lui c'est un bon prospect qui avait été repêché en 2e ronde si je me trompe pas, puis il avait bien fait en Russie, donc ça c'est un bon espoir encore en attaque pour les Sharks qui vraiment sont en train de construire quelque chose de bon. Puis en ce moment, au moment qu'on se parle, ils sont en série. C'est pas la meilleure fiche, ils ont 39 points. Dans l'Est, ils seraient derniers, mais dans l'Ouest, ils sont en série. Donc on voit que les Sharks ils ont vraiment pris un autre step, puis ils s'en vont dans la bonne direction. Là. Ouais.
Sinon, on a Matthew Barzal qui a reçu une amende de 5 000 $ pour avoir donné un coup de bâton à Mason Marchment. Mais en gros, si vous avez vu le jeu, si vous avez vu ce match entre les Blue Jackets et les Islanders, en même temps, qui regardera un match Blue Jackets et Islanders? Mais en tout cas, si vous êtes fan des deux équipes, en gros, Mason Marchment aurait, par 2 reprises dans le match, ce que tu m'as raconté, essayé de blesser Matthew Schaefer à des contacts genou pour genou. Donc, Barzal a juste pété une latte, puis il a slashé un gros coup de bâton dans les genoux à Mason Marchment. C'est juste ça qu'il a fait. Puis Marchman, c'est pas la première fois qu'il fait des trucs un peu limite. Donc là, Barzal s'est vengé. Puis honnêtement, tous les commentaires, tout le monde est d'accord que ça valait la peine. C'était voulu, il a voulu défendre son joyau, là, le meilleur joueur de son équipe, qui va l'être pour plusieurs années. Il a montré du caractère. Puis honnêtement, moi aussi, je comprends pourquoi il a fait ça. Là. Absolument. Sinon, échange du côté des Penguins de Pittsburgh, on va aller chercher Yegor Chinakov des Blue Jackets de Columbus en retour de Danton Heinen, un choix de 2e tour en 2026 qui appartenait aux Blues de Saint-Louis, plus un choix de 3e tour en 2027 qui appartenait aux Capitals de Washington. Moi, je comprends pas trop l'échange. Pas qu'ils ont trop payé, c'est un prix correct, mais c'est parce que les Pingouins, ils sont pas sur une bonne lancée depuis quelques semaines. Puis en plus de ça, on sait que s'ils font les séries, ok, on peut jamais bêter contre Crosby. J'ai vu les 3 matchs qu'on joue contre les Canadiens, là. Autre que Crosby, il n'y a pas grand chose dans l'équipe. Là. Que je comprends pas le but d'aller chercher un gars que si tu commences en rebuild, c'est pas comme s'il avait 18 ans. Là. Je comprends vraiment pas. Tu donnes un choix de 2 puis un choix de 3. Je la comprends pas pour les Pingouins. Là. Un gars. Donc, ouais, non, c'est. Sinon, en tant que tel, au niveau de la LNH, on a. C'est pour ça que je porte mon chandail des Sabres de Buffalo. C'est que les Sabres de Buffalo sont sur une séquence de 9 victoires consécutives. Ouais, ça sort de nulle part. C'est vraiment impressionnant. Ils ont vraiment viré de bord dans la saison. Si vous demandez, ça correspond exactement au moment où ils ont congédié leur directeur général Kevin Adams et qu'ils l'ont remplacé par Jarmo Kekalainen. On sait, là ça veut rien dire, mais on sait que Kekalainen, c'était le GM des Blue Jackets en 2016-17 lorsqu'ils avaient eu leur séquence. C'est quoi? C'était de 16 victoires consécutives. Il y avait comme eu une séquence en 16-17 que Columbus était sur une autre planète. Donc. Puis pour vrai, le GM, si cette séquence-là était arrivée genre 1 semaine et demie, 2 semaines plus tôt, il y aurait peut-être encore une job parce que c'est son équipe qui a construit, là, c'est lui qui a mis ces joueurs-là. Là. Donc c'est fou que dès qu'il s'en va, là on peut gagner, puis on part. Puis j'avais vu aussi, je regarde beaucoup un YouTuber qui s'appelle The Hockey Guide, puis il avait dit, avec Buffalo, je sais pas quoi améliorer. Ils ont des bons attaquants, ils ont des bons défenseurs, ils ont quand même des gardiens qui sont capables de faire les arrêts. Qu'est-ce que t'améliores? C'est juste, on comprend pas pourquoi ça marche pas. Puis là, les Sabres montrent pourquoi, qu'est-ce qu'ils disaient, c'était vrai. Genre, fallait juste qu'ils commencent à gagner. Parce que tu te dis, t'ajoutes-tu un attaquant? Parce que t'as déjà Thompson, t'as déjà Jack Quinn, t'as Benson, t'as Cousins, genre, pas Cousins, mais Norris maintenant. Genre, t'as déjà des bons attaquants. En défense, t'as Dallin, Power, Byram. Genre, tu peux rien ajouter vraiment de plus. Donc là, tout fonctionne. Enfin, les Sabres, peut-être, vont réussir à se rendre en série. Si vous le savez pas, ils n'ont pas fait les séries depuis 2011. Donc, ça serait bon pour les fans de Buffalo. Mais en même temps, c'est vraiment très très proche dans l'Est. Donc, oui, on a victoire de suite, mais s'ils en perdent 3-4 de suite, ils pourraient redescendre complètement encore. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Sabres de Buffalo. Je ne peux pas vous dire, ils sont sur 9 victoires consécutives, mais ils sont présentement pas en série. Ils sont en égalité pour la 2e wildcard avec les Panthers de Floride. Donc, c'est ça. Mais moi, en tout cas, moi, je suis quand même content pour eux. Là. Puis, ça, c'est parce que c'est l'effet de Josh Doan. Je l'ai dit. Bah oui. C'est sûr, c'est Josh Doan qui est venu les sauver. Ben oui, puis Michael Kesselring, les GOAT. Ils se sont échappés d'Utah, sont venus à Joyeux, c'est pour ça. Sinon, avant de passer au championnat du monde junior puis aux Jeux olympiques, on va finir avec les matchs des Canadiens, si ça te va. Les Canadiens ont joué 2 matchs dans les dernières semaines, une victoire de 6-2 contre les Bruins de Boston, puis une défaite 5-4 en tir de barrage contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, si tu peux nous parler rapidement de ces 2 matchs-là. Premièrement, le match contre Boston, ça a commencé avec 2 combats en première période. Il y a Jack qui s'est battu contre Zadorov, puis l'autre, c'était Jeannot contre Josh Anderson. Donc, ça a été 2 très bons combats. Pour vrai, je pense que les 2, c'était pas mal match nul. Donc, vraiment, c'est le fun de voir la rivalité Boston-Montréal. En plus, c'était le 23 décembre, donc juste avant Noël, une bonne rivalité Boston-Montréal. Après ça, c'était 2-2 pendant une longue partie du match. Vraiment, les 2 équipes étaient pas mal égales. Puis après ça, en 3e période, les Canadiens ont marqué un but, ont fait 3-2.
Le but a été challenge. C'était évidemment un bon but. Le gardien sort de sa zone, puis c'est lui qui fait trébucher le joueur, c'est lui qui fonce dedans. Donc le but a été accordé. Power play. Là, ils ont pogné une autre pénalité. Les Canadiens ont marqué. Ils ont pogné une autre pénalité. C'était encore 5 contre 3. On a remarqué. Donc là, les Canadiens ont marqué 4 buts en 5 minutes. Bam, bam, bam. Puis là, c'était rendu 6-2, puis ils ont remporté le match. Donc vraiment, ça a été vraiment très, très le fun. Ensuite de ça, l'autre match contre Tampa Bay. Lui aussi, il y a eu un fight. C'était Jacky contre Sabourin. C'était un fight vraiment quand tu joues à NHL, puis que t'as pas de technique, tu es juste spammé pour te battre. C'est vraiment ça. Les deux, ils se frappaient. J'attends que Jacky pogne directement sur le menton Sabourin, puis c'est juste écrasé au sol. Donc ça a été un combat remporté par Jacky. Donc Jacky, 2 matchs de suite avec des combats, il revient tranquillement. Il s'avait battu contre Larry il y a quelques semaines aussi. Donc là, peut-être qu'il est en train de revenir, surtout que c'est 3 combats qu'il a gagnés. Ensuite de ça, les Canadiens dominants en première période, mais n'étaient pas capables de marquer. Jonas Johansson, il jouait vraiment très très bien. Donc là, ensuite de ça, Tampa Bay en deuxième, ils ont réussi à marquer 3 buts. Donc vraiment, là, ils se sont donné une avance. En début de troisième, les Canadiens marquent un but, promenaient ça à 3-1, mais genre 12 secondes plus tard, ou quelque chose comme ça, Tampa a remarqué tout de suite 4-1. Donc là, moi, j'y croyais plus que les Canadiens allaient remonter. Mais en deuxième moitié de troisième, les Canadiens ont réussi à marquer 3 buts, dont un avec 4 secondes à faire. Slavkovski a créé l'égalité. Donc vraiment, les Canadiens sont venus dans ce match-là. En prolongation, ils ont vraiment dominé. Ils ont même pogné un poteau, mais ils n'ont pas réussi à marquer en tir de pénalité, en tir de barrage. Tampa Bay a marqué leurs 2 premiers tirs, puis les Canadiens n'ont pas scoré. Puis pour une fois, enfin, Martin Saint-Louis a envoyé Demidov, mais il a raté sa feinte, il a comme échappé la rondelle. Donc c'est pas fameux. Mais ouais, donc là, les Canadiens l'ont perdu, mais au moins ils sont allés chercher un point. Puis quand c'était 4-1, moi je pensais pas qu'ils allaient chercher aucun point dans ce match-là. Donc les Canadiens qui jouent très très bien. Puis je voudrais juste dire, oui, j'en ai parlé la semaine dernière de Slavkovski, mais cette semaine, il a été nommé 3e étoile de la Ligue nationale avec 5 points en 2 matchs. Puis dans ses 4 derniers matchs, il y a 8 points. Puis sur une plus longue séquence de 16 matchs, il y a 18 points. Donc vraiment, on voit en ce moment pourquoi les Canadiens l'ont repêché premier dans ce draft-là. Vraiment, il joue comme un vrai power forward. Il fait des points. Puis sa deuxième ligne en ce moment, vraiment une chance qu'il est là. Parce que le premier trio, il fonctionne encore, mais moins qu'au début de saison. Donc le deuxième trio, on voit qu'on a l'année passée, ça aurait fait ça. Suzuki, son trio n'aurait pas fonctionné, ben on n'aurait rien eu d'autre, puis les Canadiens auraient perdu plusieurs matchs. Là, on voit qu'on a au moins un top 6 qui peut balancer. Et aussi, Lane Hudson, il joue vraiment très très bien dans ses 9 derniers matchs. Il a 14 points, c'est 14 passes. Donc, vraiment, ces deux-là, en ce moment, c'est eux les 2 meilleurs joueurs des Canadiens. Et un dernier mot pour les Canadiens. Demain, ben là, quand vous allez voir la vidéo, c'est ce soir. C'est Montembeault qui joue, il est de retour de Laval. Donc là, Fowler, son dernier match, ça n'a pas été tant fou, mais on sait qu'avant, dans les matchs d'avant, il avait fait un jeu blanc. Donc là, on va voir est-ce qu'ils vont continuer la rotation à 3, est-ce que Fowler va retourner à Laval, est-ce qu'on attend de voir si Montembeault joue bien pour prendre une décision. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, on continue le voyage des temps des fêtes avec un match contre les Panthers en Floride. Donc ça va être un match difficile à gagner. Les Panthers vont mieux qu'en début de saison. Moi, je suis étonné qu'ils ont mis Montembeault. J'ai été surpris parce que l'année passée, justement, dans ce même voyage-là, Dobèche avait connu un excellent match. Il avait fait un jeu blanc où il avait accordé juste un but, je me souviens plus trop, mais c'était dans ses débuts. Donc là, moi, je m'étais dit peut-être qu'ils vont remettre Dobèche. Ça fait quand même un peu de temps qu'il n'a pas gaulé. Là, ils mettent Montembeault, on va voir ce que ça va donner. Mais les Canadiens, dans ces temps-ci, vont quand même très très bien. Puis sinon, on a parlé la semaine dernière que les Canadiens étaient allés rechercher Philippe Danault. Depuis ce temps-là, il a joué quelques matchs. Est-ce que tu as remarqué? Il fait exactement ce qu'on voulait de lui. Il gagne des mises en jeu. Je pense qu'au dernier match, il était en haut de 70% de mises en jeu. Donc, c'est exactement ce qu'on veut de lui. Il vient un peu faire le Doverack qu'on avait l'année passée. Mais là, c'est Philippe Danault. Puis on le connaît déjà. Donc, il fait exactement ce qu'on a besoin. Il gagne des mises en jeu, bon défensivement. Mais encore, il n'y a pas eu de points dans les 2 matchs. C'est pas quelque chose qu'on va lui demander. C'est vraiment juste, il va jouer défensivement. Là. C'est bon. Sinon, maintenant, on peut passer rapidement aux Jeux olympiques parce qu'on a eu la confirmation d'Hockey Canada que le 31 décembre, donc mercredi, on va avoir la confirmation, on va avoir la formation d'équipe Canada pour les Jeux olympiques d'hiver qui s'en viennent au mois de février. Donc, en tant que tel, on sait déjà qu'il y a certains joueurs qui sont assurés de participer. C'est Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Connor McDavid, Sam Reinhart, Braden Point et Cale Makar, si je me souviens bien. C'est exactement ça. Puis, justement, pourquoi j'en parle? C'est parce qu'on aurait eu des leaks de la boutique Fanatics de 3 autres joueurs qui, en gros, il y aurait des produits dérivés de eux avec, genre, comme le style de Hockey Canada pour les Jeux olympiques. Ce serait Brad Marchand, Mitch Marner et Nick Suzuki. Donc, les 3 seraient potentiellement dans l'équipe, seraient dans Team Canada. Marner, c'est pas une surprise non, en tant que tel. C'est une saison que certains peuvent qualifier d'en deçà des attentes avec Vegas. Brad Marchand, avoir sa saison, il est au-dessus d'1 point par match à 37 ans. Je pense pas qu'on peut être très surpris non plus. Il était là aux 4 Nations, il connaît une bonne saison, pourquoi tu l'enlèverais?
La plus grosse surprise, c'est Suzuki, qui avait Ben, plus de même points. là, à un moment donné, comme, oui, il était pas là aux Quatre Nations, mais c'était un truc que beaucoup de gens avaient débattu que c'était un mauvais call. Moi, je suis pas. Avoir sa saison encore là, même si tu dis que le premier trio a ralenti, là, c'est pas une Non, grosse non, dinguerie de là. quand je dis qu'il a ralenti, c'est qu'à la place de faire genre sur une séquence, parce qu'au début d'année, il était en rythme pour faire genre 110 points. Là, sur cette séquence-là, il est plus en rythme d'un point par match. OK. Il a ralenti, mais ça va, tu vois. Voilà, présentement, genre, je regarde les 42 en 38. Ça va. C'est Ça va. pas une grosse dinguerie qui Surtout en soit là. étant excellent dans les deux sens sur la patinoire. Puis sinon, en tant que tel, pour ce qui est, on va voir le résultat final pour. Là, présentement, en gros, tantôt, ce que j'ai nommé des joueurs assurés, c'était 5 attaquants. Là, on en aurait 3 de plus, donc on serait déjà à 8. 8 des 12 attaquants en Ben, tant que tel. En tout cas, je pense qu'aux Olympiques, c'est 14-8-3 qu'ils font. ouais, ouais, ça se pourra en tant que tel. Donc là, on sait pas trop encore ça va être quoi, mais tu sais, mettons que je m'attends pas à voir Michael Pezzetta. Non, Mettons. mais moi, si j'avais à guesser, honnêtement, sur les joueurs qui vont être là, un gars comme McLean Celebrini, c'est quasiment sûr qu'il va être là. Oui, oui, non, il faut qu'il soit là. C'est vraiment Il faut qu'il le soit troisième meilleur joueur cette année, puis en plus de ça, il est bon dans les deux sens de la patinoire, puis t'as jamais trop de centre dans une équipe. là. Un gars qui est vraiment pas sûr, c'est un gars comme Connor Bedard. Parce que là, il est blessé. Est-ce Ouais. qu'il va revenir à temps? S'il revient, est-ce qu'il va être à 100%? Puis lui, c'est pas comme un Celebrini. Lui, il va faire des points, mais c'est pas dans les deux sens. Puis les mises en jeu, c'est pas sa force. Est-ce que tu prends un gars comme Tom Wilson, qui connaît vraiment une bonne saison, presque un point par match, puis amène la physicalité? Est-ce que tu reprends des joueurs comme qui étaient là l'année passée, comme Jarvis, Stone, Bennett? Ça, c'est plus des joueurs qui peut-être. Est-ce que tu les amènes? Sinon, il y a d'autres joueurs qui jouent vraiment bien. Wyatt Johnson, lui, on pensait pas qu'il allait faire, mais il a comme plus qu'un point par match cette année. Mark Scheifele qui est super bon, puis qui, on le sait, il est capable de jouer dans les deux sens. Brennan Eagle avait mal commencé la saison, là, il va mieux. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Puis en défense, un des défenseurs que personne n'avait vraiment sur sa liste, qui vraiment maintenant, il connaît une excellente saison, puis qui va peut-être battre le record de buts. Ben pas un record, mais depuis 2008, il va battre peut-être le 31 buts. C'est Jacob Chikrin, qui connaît vraiment une très bonne saison. Donc lui pourrait changer des plans. Puis en même temps, dans les défenseurs droitiers pour Team Canada, des dominants, il n'y en a pas vraiment parce qu'il y a, oui, il y a Makar, ça c'est dominant. Mais après ça, il y a Noah Dobson. Oui, il fait bien que le Canadien, mais des fois, il fait des bourdes défensivement. Après ça, il y a Drew Doughty, rendu vraiment vieux, il ralentit. Evan Bouchard fait beaucoup de points, mais défensivement, c'est affreux. Puis s'il serait avec Team Canada, c'est Cal Makar qui serait sur le premier powerplay. Donc, ce serait pas Evan Bouchard. Sinon, comme autre droitier, il y a Darren Radish qui connaît une bonne saison, mais c'est Darren Radish, là, je vois pas l'année sur Team Canada. Sinon, il y a Colton Parayko, que Team Canada l'aime bien. Donc lui, on pourrait le revoir justement parce qu'il manque des droitiers. Donc on va voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a beaucoup de gauchers. Côté des gauchers, il y a Morrissey, Chikrin, Schaefer, chez Theodore, Thomas Shirley, Devante. Après ça, il y a Morgan Riley, Vince Dunn si t'as besoin. Donc Ouais, ça, côté gaucher, il y en a en masse. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense que tu peux pas te tromper avec Team Canada, tu as des bons joueurs. Puis dans les buts, j'espère qu'ils vont prendre Logan Thompson, Mackenzie Blackwood, puis le troisième entre Wedgwood, Kemper, ou je peux accepter Biddington vu son 4 nations, qu'est-ce qu'il a fait. Mais si c'est pas une combinaison de ces gardiens-là, je comprends pas. Là. Je veux pas avoir des Dennis, je veux pas avoir de Montembeau, je veux pas avoir du Stuart Skinner, je veux pas avoir de Jarry. Là. Je veux vraiment les meilleurs gardiens. Genre, c'est Thompson, Blackwood, Kemper puis Wedgwood connaissent actually des excellentes saisons. Donc prenez trois de ces quatre gardiens-là, puis on sera en business pour le Canada. Là. ouais, je vais voir par contre Darcy Kemper parce que je sais qu'il était Ben, il avait vraiment blessé. bien commencé. Je sais pas. Mais je viens de regarder, puis il y a 2 jours, il avait recommencé l'entraînement. Donc, tu sais, il devrait. En tout cas, s'il a besoin d'être là, il peut être là en tant que tel. Il devra revenir d'ici là. Mais oui, donc vraiment hâte de voir cet Ben, aliment-là. moi, je serais pas surpris qu'ils prennent Wedgwood et Blackwood. Déjà qu'il va y avoir plusieurs joueurs de Colorado, genre Devante, Skelmakar, McKinnon. Donc, ça serait une chimie qu'il y aurait déjà entre eux. Là. Moi, prendre les deux, je trouve que ça serait une gaffe parce que Wedgwood, je l'aime beaucoup, mais c'est un backup Ouais, de. mais check sa saison cette année. Là. Je le sais, mais c'est un backup. Genre, pourrait. Moi, je sais pas. Pas au JO. Oui, Pas c'est au sûr JO. que au début de la saison, tu t'aurais dit dégueulasse, Non, impossible. Mais même ces là. Non, statistiques là, trop tôt. ces Trop tôt, statistiques trop cette tôt. année là, c'est 2.13. Oui, ok, je joue avec Colorado, c'est sûr ça aide. Mais vraiment, il connaît une saison de fou. Puis dans les save percentage, il est dans les meilleurs de la ligue. Vraiment, il connaît une saison incroyable. Lui, puis Blackwood, les deux. Mais en même temps, c'est peut-être aussi l'équipe parce qu'il est à 919 de pourcentage d'arrêt, 17 victoires, 2 jeux blancs.
Moi, je trouve que Wedgwood, statistiquement, il le mérite. Vraiment, ouais, statistiquement, mais tu le checks, c'est surtout que Colorado, j'ai peut-être l'impression que ça se fait un petit effet à la Ouais, c'est Georgiev ou ça. la Grubauer. C'est peut-être ça. Peut-être. Non, vraiment hâte de voir le line-up qui va sortir. Maintenant, on peut passer sur le gros morceau, puis le dernier gros morceau de hockey. C'est le championnat du monde junior qui est présentement qui a lieu au Minnesota, du côté de l'Arena du Wild du Minnesota et lui des Golden Gophers dans la NCAA. Je pense que c'est les Golden Gophers. Mais en gros, l'Arena du Wild sert pour les matchs du groupe A, qui est composé des États-Unis, de la Suède, de la Slovaquie, de l'Allemagne et de la Suisse. Ouais. Et lui, des Golden Gophers, le groupe B, Finlande, Tchéquie, Canada, Danemark et Lettonie. Ouais. Donc, on peut rapidement passer sur les matchs du Canada en tant que tel, qui ont commencé leur tournoi le 26 décembre. Une victoire de 7-5 contre la Tchéquie. Ça n'a pas été une victoire facile. Toutefois, ils ont marqué, je pense, la moitié autant de buts que tout le tournoi l'année passée en un match. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de rassurant. Mais ça a été, en tant que tel, oui, c'est 5 buts d'accordé. Je ne vais pas mettre la faute sur Carter George là-dessus parce qu'il y a beaucoup de jeux que c'était dur à arrêter en tant que tel. Puis moi, je trouve que ça a vraiment été des bévues défensives du côté du Canada dans ce premier match-là, mais au moins, ils l'ont remporté. Puis la Tchéquie, on sait, c'est un petit peu la bête noire du Canada. C'est eux qui ont sorti les Canadiens lors des 2 derniers championnats du monde junior en quart de finale. Puis même, on se rappelle que l'année d'avant, le Canada, ils avaient battu en finale. Il commence à avoir une rivalité. Au moment préliminaire, ils avaient perdu leur premier match contre la Tchéquie. Donc, la Tchéquie, vraiment, leur programme junior est vraiment en constante progression. Puis, c'est redevenu un pays vraiment solide. Donc, c'est d'une victoire qu'il fallait aller chercher. Puis, ils sont allés chercher contre un gros pays. Dans ce match-là, pour moi, les joueurs du match, si j'en avais à 3 données du Canada, c'est Zane Parek en défense qui a marqué 2 buts. Vraiment, ça paraît que c'est le meilleur défenseur du côté du Canada. Et j'ai bien aimé le duo en attaque de McAlage puis McKenna. Ouais, McKenna-McAlage, là, très très bon duo. Les deux fonctionnent très très bien depuis le début du tournoi. McAlage, dans ce match-là, il y a eu 3 points. Donc là-dessus, très très bien. Puis pour vrai, Canada-Tchéquie, ça commence à être une grosse rivalité. On s'aime vraiment pas. Même quand on a marqué le filet désert, il y a un joueur du Canada qui est allé célébrer puis qui a donné une petite tape. Ouais, il a donné une petite tape ses fesses d'un joueur de la Tchéquie. Donc vraiment, il commence à avoir une rivalité entre les deux. Là. Après, les Canadiens ont oublié d'aller serrer la main aux joueurs tchèques, ce qui a fallu. Ça n'a pas été une amende, mais ça a été des excuses officielles. Pas fort du côté d'Hockey Canada. Sinon, pour parler rapidement des autres matchs du 26 décembre, le seul match vraiment qui est intéressant à voir, c'est la Slovaquie qui ont vraiment bien tenu tête à la Suède, qui ont seulement perdu 3-2. La Suède, qu'on voit potentiellement contre un des plus forts du tournoi. Sinon, le Danemark qui ont perdu 6-2 contre la Finlande. Les États-Unis ont gagné 6-3 contre l'Allemagne. Sinon, pour le match du 27 décembre, Slovaquie a gagné 4-1 contre l'Allemagne. Le Canada, on se rappelle, le 27 décembre 2024, qu'ils avaient perdu 3-2 en tir de barrage contre la Lettonie. On s'en souvient de ce match-là, comment on était. Ça, c'était le premier gros red flag pour dire que Team Canada Junior l'année passée était pas bon. Ça avait été rough. Puis là, victoire de 2-1 en prolongation. Ça l'a failli refaire la même chose. Non, pour elle, j'ai eu des méchants Vietnam flashbacks. Là. C'était vraiment très similaire. On menait 1-0, on s'est fait scorer en troisième période, faire 1-1. Mais là, au moins en prolongation, sur un powerplay, Michael Age a marqué. Donc, au moins là-dessus, on a sauvé la face. Mais vraiment, c'était plus... l'année dernière, c'était plus un match qu'on n'avait pas tant bien joué. Mais là, c'était vraiment le gardien, je trouve, de la Lettonie qui a vraiment fait la différence. Je trouve qu'on avait mieux joué que l'année dernière, là, disons. Là. Ouais. Puis c'est ça que Gavin McKenna disait, c'est que oui, on a eu des flashbacks. Par contre, on se sentait vraiment plus confiant. Il dit qu'il y avait une grosse confiance dans le groupe en tant que tel. Donc, au moins, ils l'ont gagné. Toutefois, je rappelle que dans le hockey international, une victoire en temps réglementaire, c'est 3 points. Une victoire en temps supplémentaire, c'est 2 points. Puis une défaite en temps supplémentaire, c'est 1 point. Donc là, avec cette victoire-là en temps supplémentaire, ils ont perdu 1 point techniquement. Donc, ça va être important pour la suite du tournoi. On va en parler un peu plus tard. C'est impressionnant de voir que la Suisse a bien tenu les États-Unis, défaite de 2-1. Avoir le nombre de tirs au but, ça n'a pas été un gros match. Je pense que ça a fini... les tirs au but, ça a comme fini genre 18-10. Genre, sincèrement, c'était un peu n'importe quoi. Puis sinon, la Tchéquie a gagné 7-2 contre le Danemark. Le 28 décembre, la Suisse ont quand même bien tenu contre la Suède, des défaites de 4-2. Puis surtout, c'est ça qui fait bizarre, parce que la Finlande ont gagné 8-0 contre la Lettonie. Ouais. Toutefois, à ce que j'ai entendu dire, ils n'ont pas mis le même gardien pour la Lettonie. En même temps, c'était 2 matchs en 2 jours. Ils ont vraiment moins bien joué contre la Finlande. Donc, ça pourrait expliquer en partie. Pour les matchs du 29 décembre, sinon, la Suède qui l'ont emporté 8-1 contre l'Allemagne. Pas une grosse victoire. Sinon, pas une victoire difficile pour les Suédois, qui sont encore invaincus pour l'instant. Match très serré entre 2 gros pays du groupe B, Tchéquie, Finlande. Ça a été 1-0 Tchéquie pendant presque tout le match.
Les Finlandais qui ont égalisé à 20 secondes de la fin de la troisième période, qui ont forcé la prolongation. Toutefois, un excellent but d'Adam Jiricek en prolongation, le défenseur tchèque. Magnifique but entre les jambes, a battu Petteri Rimpinen et victoire de la Tchéquie 2-1 en prolongation. Donc, la Finlande, eux, ça peut faire mal. Donc, pour eux, s'ils veulent finir premier, il faut absolument battre le Canada lors du match du 31 décembre. Le Canada qui gagne juste 2-1 contre la Lettonie, mais qu'après ça, la Finlande qui les démolit, là, on pouvait se dire, ça veut dire que ça va mal pour le Canada, mais après ça, la Finlande perd contre la Tchéquie que le Canada a perdu. Donc là, ça nous remet peut-être un peu plus en confiance. Et en plus, la Finlande, quand je dis qu'ils ont détruit 8-0, la Lettonie l'ont pas juste détruit. Je pense que la Lettonie avait moins de tirs que la Finlande ont de but. Donc vraiment, c'était une domination. Donc moi, Canadien, j'étais genre, ouh, ça va pas très bien, mais après ça, ils perdent contre la Tchéquie. Donc là, vraiment, on va voir qu'est-ce qui va se donner dans le prochain match entre les deux équipes. Moi, c'est là qu'on va vraiment pouvoir juger le Canada. Mais avec leur victoire d'aujourd'hui, le Canada a gagné 9-1 contre le Danemark. Ça les assure d'être dans le top 2. Donc au moins, on le sait qu'on va affronter une moins forte équipe encore de finale. Donc on a de bonnes chances de se rendre en demi comparé aux 2 dernières années. Donc, ouais, justement, je t'ai regardé 7 tirs au but par la Lettonie lors de leur défaite de 8-0 contre la Finlande. Pour ce qui est encore des matchs du 29 décembre, encore gros big up pour la Slovaquie. C'est vraiment mon pays coup de cœur. Défaite de 6-5 contre les États-Unis, un match ultra serré. En plus, les Slovaques qui avaient pris une avance de 2-0 et de 3-1, donc ont été en avance. Toutefois, ont pris des pénalités. Les Américains sont quand même au-dessus, mais il y a un match quand même très, très serré. Donc, gros big up à eux. Puis sinon, le Canada qui jouait contre le Danemark. L'année passée, un autre truc qui avait inquiété, que j'avais trouvé inquiétant pour le Canada, c'est que leur match contre l'Allemagne, ils l'avaient seulement emporté 3-0. C'est pas normal de juste scorer 3 buts contre un pays qui est, sur papier, vraiment beaucoup inférieur niveau talent. Là, c'est contre le Danemark, c'est le pays le plus faible du groupe. Et là, le Canada ont actually joué un bon match, victoire de 9-1. Donc là, au moins. Ça, c'était un match qu'il fallait gagner. Absolument. Gros match de Gavin McKenna. Un tour du chapeau. Porter Martin, 2 buts aussi. Michael Age également, un très bon match aussi. Donc, le Canada, maintenant, qui vont chercher 3 points là-dessus, qui sont maintenant à 8 points au classement, premier dans le groupe B. Pour ce qui est des matchs qui s'en viennent maintenant le 30 décembre, ça va être important pour la relégation dans le groupe A. Ça va être Suisse-Allemagne. Les Suisses partent favoris clairement. Puis de l'autre côté du groupe B, ça va être Lettonie-Danemark. Donc, c'est vraiment les matchs. Eux qui vont gagner vont s'assurer d'aller encore en finale, puis eux qui vont perdre vont aller en match de relégation. C'est littéralement ça. On se doute pas mal que c'est le Danemark qui va être relégué, là, on va être honnête. Oui, pas mal. Mais on sait jamais contre l'Allemagne. Mais l'Allemagne, en plus, ils ont l'habitude. J'ai l'impression que les 4 derniers matchs de relégation, ils ont tous joué. Ouais, donc, le Danemark, là, en première période contre le Canada, là, c'était pas juste une domination. Il était pas capable de toucher à la rondelle. Là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Ils ont fini le match avec 13 tirs au but. Ce qui est quand même pas mal, mais c'est 13. Ouais, mais c'était des tirs au but quand c'était déjà genre 5-1 qui ça veut plus rien dire. Là. Ouais, littéralement. Tu sais, comme ils ont. La première période, je pense qu'ils ont fini à un tir au but. Ouais, c'était vraiment. C'était pas beau. Là. C'était pas beau. Puis sinon, les derniers gros matchs, les matchs vraiment importants, ils vont avoir lieu le 31 décembre. Donc, Suisse-Slovaquie. La Slovaquie pour aller chercher une 3e place dans le groupe A, derrière la Suède puis les États-Unis. Donc, ce serait vraiment une bonne performance pour eux. Ils ne seraient pas assurés d'affronter comme le Canada ou la Finlande en quart de finale. Ça pourrait être un petit peu moins pire. Et il pourrait causer la surprise. Tchéquie-Lettonie. La Tchéquie, va falloir qu'ils se méfient de la Lettonie en tant que telle. Sauf que là, la Tchéquie va vraiment... Eux, je pense qu'il faut qu'ils prient pour qu'ils gagnent en temps réglementaire puis que Canada-Finlande, ça se finisse en temps supplémentaire puis que ça soit comme... pour vrai, si j'étais... La Tchéquie, ça me dérangerait pas tant d'affronter les États-Unis, comme si on dit États-Unis finit 2 de leur groupe, Tchéquie 3e, parce que les États-Unis dans leurs 2 matchs contre l'Allemagne puis la Slovaquie, ils m'ont pas vraiment... Non, pas tant. Non, j'ai pas été confiant de... Ils ont gagné 2-1, donc tu sais, c'est comme... Les États-Unis sont vraiment, tu avais raison de le dire en début du tournoi, sont vraiment moins forts que dans les 2 dernières années, surtout au niveau de devant le filet. Donc, non, c'est vrai que les États-Unis sont une moins grosse menace. Sinon, pour ce qui est du groupe A, les 2 matchs, la première place va jouer le 31 décembre au soir entre les États-Unis et la Suède. Puis également, plus tard, ça va être Canada-Finlande à 20h30, donc pour la tête du groupe B. Le Canada, donc comme tu l'as dit, sont assurés de finir au pire 2e du groupe B. Donc, il pourra affronter soit la Slovaquie, la Suisse ou l'Allemagne en quart de finale. Donc, ça serait beaucoup moins pire que d'affronter la Tchéquie. Par contre, il faudrait, s'il affronte les Slovaques, il faut vraiment se méfier. Ouais, donc, sinon, pour les matchs en tant que tel, pour les matchs éliminatoires, ça va commencer le 2 janvier.
Donc, ça va commencer avec le match de relégation. Après, il va y avoir eu le quart de finale avec la Suède, qui vont affronter. En tout cas, on ne sait pas encore ça va être contre qui ils vont affronter. Sinon, après, il va y avoir une autre quart de finale, le quart de finale des États-Unis et également le quart de finale du Canada. Donc, très hâte d'avoir ces matchs-là. Le Canada, vraiment, il faut prier. Moi, j'aimerais vraiment qu'ils finissent premier pour s'assurer de ne pogner pas un pays trop Ouais. fort parce que, sincèrement, les Slovaques, il faut se méfier. Moi, je pense qu'il faut vraiment se méfier des Slovaques. Le Canada, 2 dernières années, tu sais, comment ça a été rough contre les Lettons, là, il pourrait, contre les Slovaques, ça pourrait être assez serré. Puis on se rappelle que la dernière année que le Canada était champion, c'était en 2023. Le match qu'ils avaient joué contre la Slovaquie en quart de finale, c'était terminé en prolongation. Le Canada qui l'avait emporté 4-3 sur un super but de Connor Bedard. On s'en souvient tous de ce but-là. En prolongation, la feinte de malade qu'il avait fait. Donc, il faut actually se méfier des Slovaques. Toutefois, si on affronte l'Allemagne ou la Lettonie, pas la Lettonie ou la Suisse, ça aurait été plus facile quand même. Puis un pays comme le Danemark, on voit qu'il n'y a pas rapport, on voit que la Russie manque vraiment aux mondiaux juniors parce qu'il y a toujours un ou deux pays de trop qui n'ont pas rapport, vraiment qui sont pas au niveau. Un pays comme la Russie, vraiment, ça ramènerait le niveau de beaucoup. Surtout que là, au prochain repêchage en 2026, deux du top 5 en ce moment sont probablement russes. Donc, ils ont vraiment, ou c'est en 2027, genre, ils ont des bons prospects qui s'en viennent dans les prochaines années. Après ça, il y a Zarovski pour le Canadien, un prospect qui va vraiment très bien. Donc, c'est un pays qui serait vraiment mieux que le Danemark, comme on l'a dit. Le Danemark, comment dire que c'est pas Non, terrible. ouais, c'est ça. On sait probablement qu'ils risquent d'être de retour dans le groupe de la division 1A l'année prochaine. Ceux-là qui perdent les relégations vont se être remplacés par la Norvège. Donc, tu sais, c'est pas. La Norvège, je m'attends pas à ce qu'ils se rendent loin. À part s'il y a Joel Hofer dans les buts. Là, ils peuvent gagner, par contre. Ouais. Mais non, c'est ça. En tant que tel, ça va être rough. Toutefois, moi, je pense, par contre, ça l'enlèverait. Si la Russie était là, ça l'enlèverait l'Allemagne automatique. L'Allemagne, tu sais, c'est comme habitué. Là. Puis sinon, si tu te mets. Tu sais, sincèrement, tu te rends compte que ce serait comme la Suisse ou la Lettonie qui joueraient des matchs de relégation. Je trouve que ça fait pas. Sincèrement, c'est pas des pays qui méritent, en tout cas, surtout pas la Lettonie, à voir comment ils s'arrachent. Oui, c'est sûr, ils méritent pas, mais c'est parce qu'il y a un pays comme le Danemark, genre, on le sait à chaque année que le match de relégation va probablement être Allemagne et l'équipe qui va être reléguée. Ouais, mais en tout cas. Tu sais, l'Allemagne, c'est plusieurs années qu'ils sont là. Moi, je pense pas qu'ils mériteraient de descendre en division Ben, ça 1A. veut pas dire que ça serait eux, ça pourrait être la Lettonie, ça pourrait être la Suisse. Mais non, mais par exemple, la Lettonie ne mériterait absolument pas non plus. Là. Sincèrement, la Suisse, ça dépend, là, mais. Mais j'avoue, parce que là, le pays qui serait relégué gagnerait à chaque fois qu'il serait relégué l'autre Ouais, je pense que contour. l'Allemagne serait trop forte pour la division 1A. Pareil pour la Suisse ou la Lettonie. Là. Ça serait trop fort parce que division A, c'est Norvège, c'est la France, c'est C'est la le Slovénie, Kazakhstan. Kazakhstan. Ouais, non, tu sais, c'est ça. Ben, la Mais actually, Kazakhstan, le Kazakhstan ont mieux fait imposer oui, que que le le Danemark. Danemark ou l'Allemagne. En tout cas, parce qu'on se souvient, il avait forcé la prolongation contre la Slovaquie. Donc, ouais, c'est ça. Mais donc, vraiment hâte de voir ces derniers matchs-là en espérant que le Canada fasse un petit peu mieux que dans les 2 dernières années. Ça serait sympathique. Puis, rapidement, on va finir du côté de la NBA. Il y a une grosse nouvelle. Déjà, Nikola Jokic serait blessé Ouais. au genou. Est-ce qu'on sait ça serait combien de temps? Ben, ça a l'air que là, le moment que vous allez voir la vidéo, c'est mardi. Il est supposé prendre une radiographie pour voir c'est quoi sa blessure aujourd'hui. Donc, on va voir ça va être combien de temps. Mais quand il est sorti, là, quand il y a eu la blessure, vraiment, il se tenait le genou, il avait l'air vraiment blessé. Mais au moins, quand il est sorti, il a pu sortir de ses propres moyens. Donc, ça, c'est un peu encourageant. Mais faudrait pas que les Nuggets le perdent pendant longtemps. Parce que, comme on le sait, Jokic, en ce moment, il est avec SGA il se bat pour le MVP. Donc, ce serait une grosse perte de l'autre côté, surtout qu'ils sont vraiment bien au classement. Ils sont troisième de l'Ouest avec 22 victoires, 10 défaites derrière les Spurs et les Thunders. Donc ça pourrait faire très très mal aux Nuggets. Mais au moins il est sorti par ses pas moyens, comme j'ai dit. Mais on va savoir plus d'informations plus tard en journée. Là. Donc, ouais, c'est ça. Sinon, au niveau du Thunder, on se rappelle que le Thunder ne perdait pas, ne perdait plus. Maintenant, ils perdent un petit peu. Ils sont maintenant à 5 défaites cette saison. Dans leurs 10 derniers matchs, ils sont 6 victoires, 4 défaites. Ils fichent maintenant de 28 victoires, 5 défaites. Donc, chez ils sont mid. Ouais, ouais. Non, pas. Finalement, ils Mais battront pas aucun record, non? Moyen. non, mid, décevant. Mais par contre, ça resserre vraiment la lutte. Ça ressort un petit peu la lutte pour la première place dans l'Ouest avec les Spurs de San Antonio qui vont très très bien, surtout depuis le retour de Victor Wembanyama. Sinon, en tant que tel, dans l'Ouest, il y a les Nuggets, il y a les Rockets qui sont quand même bien positionnés en égalité avec les Lakers, les Timberwolves aussi, les Suns et les Warriors.
Puis sinon, il y a les Pelicans au fond. Toutefois, les Clippers, qui eux étaient dans le fond, ce sont une séquence de 4 victoires consécutives. Donc, ça va bien. Peut-être que le Thunder va pas avoir un choix repêchage trop pété. Parce qu'on rappelle que le Thunder a le choix repêchage des Clippers de Los Angeles pour le prochain repêchage. Donc, c'est ça. Puis au niveau de l'Est, les Raptors de Toronto sont toujours en position de faire les séries parce qu'ils sont 4e, donc ils sont très bien positionnés. Ils sont entre les Celtics de Boston et le Magic d'Orlando. Justement, ils viennent de battre... lundi soir, ils ont battu le Magic d'Orlando d'1 point. Donc ça, c'est un gros match important. Toutefois, un petit astérisque sur les Raptors. Ils ont perdu leur match du 26 décembre contre les Wizards de Washington, qui sont l'avant-dernière équipe de l'année. Puis ils ont perdu par 21 points. Là. Par 21 points, c'était pas serré. Là. Présentement, dans l'Est, il y a juste les Pacers d'Indianapolis qui sont pires qu'eux, avec 6-27. Puis dans l'Ouest, en tant que tel, la pire équipe, c'est les Pelicans qui ont 8-26. Ouais. Puis les Kings qui sont 8-24. Donc, tu sais, c'est actually pas une défaite qui était supposée avoir lieu. Donc, c'est ça, il va falloir faire attention, mais ils sont quand même encore 4e de l'Est. Puis sinon, dans l'Est, c'est les Pistons de Détroit qui sont premiers avec 24 victoires, 8 défaites, suivis des Knicks de New York et des Celtics de Boston. Donc, la suite de la saison de l'NBA qui va être très intéressante à suivre. Sinon, écoutez, je pense que c'est pas mal tout ce qui conclut l'émission de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, on va débriefer la dernière semaine d'activité dans la NFL et on va voir les match-ups pour les matchs wildcard. Également, on va savoir c'est qui les deux équipes qui vont avoir leur bye week pour la première semaine des séries éliminatoires. Sinon, également, on va pouvoir faire nos prédictions pour le Super Bowl en tant que tel, pour les séries dans la NFL. On va pouvoir revenir sur le championnat mondial junior aussi, parce que là, il va être terminé. Sniff, malheureusement. Il va terminer le lundi soir. Donc, peut-être, exclusivement, on va faire l'épisode le mardi. Ça se pourrait, au moins pour qu'on puisse parler de ça. Sinon, on va pouvoir débriefer sur l'équipe canadienne au JO, s'il y a des dingueries, ou si, comme ils mettent Michael Pezzetta, deuxième trio, on sait jamais. Ça va être surveillé. Peut-être également, il y a d'autres pays qui vont suivre, qui vont sortir leur alignement. On va peut-être essayer d'aller faire un petit tour du côté de la PWHL pour voir du côté de la Victoire de Montréal comment ça se trame. Et également, tranquillement, juste aussi petit mot sur le côté du scandale moteur en F1, ça a l'air que Mercedes serait autorisé à courir avec leur moteur cheaté. Toutefois, là, ils sont en train de parler du fait que le carburant pourrait avoir un gros rôle l'année prochaine, puis il dit que le Shell serait plus performant que le Petronas. Donc, en tout cas, ça va être intéressant à suivre là-dessus de ce côté-là. Également, sinon, sport automobile, il n'y a pas grand-chose à suivre de plus. Mis à part, j'avais oublié d'en parler la semaine dernière, mais le décès de l'ancien pilote de NASCAR, Greg Biffle, dans un accident d'avion en tant que tel. Donc, ça, c'est quand même assez triste. Sinon, on va également suivre tout ce qui se passe également. Il risque d'avoir 2-3 nouvelles. Les Jeux olympiques de Milan-Cortina s'en viennent très, très vite. C'est début février. Prochain épisode, on va être déjà début janvier. Donc, je pense que quand on va l'enregistrer, ça va être environ un mois avant le début des JO. Donc, tu sais, tranquillement, on va pouvoir en parler de plus en plus. Puis sinon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. Puis aussi, on vous souhaite une bonne année en avance.